Matryoshka. Mais alors que dire aux plus vulnérables? Que dire à nos enfants? Que leur transmettre pour essayer de faire société aujourd'hui et demain? Rachid Benzine, au début de cet entretien, a su nous expliquer la force des récits. Il faut donc savoir s'emparer des récits, mais il faut aussi savoir s'emparer du silence, savoir se taire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son livre « Le silence des pères », qui est un roman, mais c'est ce qu'il explique à notre micro. On l'écoute. Aujourd'hui, parfois, dans un certain nombre de débats, le silence s'impose, parce que c'est une question de pudeur et de dire nous n'avons pas les mots par rapport à tout ce qui nous arrive en ce moment, je dirais, toute cette violence qui émerge au Proche-Orient, de se dire on est tellement sidéré qu'on n'arrive pas à trouver les mots. Et d'accepter cette impuissance à dire. Ça ne veut pas dire parce que je n'arrive pas à dire que je ne suis pas solidaire des victimes de part et d'autre. Voyez ? Et c'est là où il y a une espèce d'injonction à parler. Et si vous ne parlez pas, si vous êtes silencieux, ça veut dire que vous êtes complice. Vous voyez ? Donc c'est un peu quelque chose de pervers qui est en train de s'élaborer dans la société, mais simplement que vous pouvez appeler vos amis. Je dirais, moi j'ai appelé quand cette catastrophe a eu lieu le 7 octobre, j'ai appelé des amis je dirais, de confession juive pour leur dire ma solidarité. Mais je n'ai pas besoin de le crier, sur le toit. Mais on voit bien qu'il y a une impossibilité à parler parce que l'événement est tellement grand que les mots ne nous viennent pas. Et parce que les mots ne nous viennent pas parce qu'on ne comprend pas ce que ça raconte. Non, c'est-à-dire que la violence, elle est tellement énorme que les mots ne viennent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire face à cette tragédie? Les mots sont impuissants. Parfois, face à des événements aussi catastrophiques que cela, il y a une espèce de pudeur de ne pas étaler complètement ses émotions parce qu'on risque aussi de le regretter parce que l'émotion peut vous faire dire tout et n'importe quoi. Quand je vois certains s'exprimer sur Internet et la colère et la rage de part et d'autre, je me dis mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que dans ce moment tragique, on a besoin d'être ensemble et parfois on a besoin d'être aussi ensemble dans le silence. Marc Alain Waknin, le rabbin, disait que le silence, c'est ce qui crée le sens entre les mots. Autrement, ça fait une sorte de brouhaha. J'aime bien cette idée. Je pense que la meilleure manière d'être ensemble, c'est la question du silence. Lorsque vous voyez deux êtres ensemble, où il y a du silence, il y a une manière d'être qui a un lien indéfectible. C'est un lien indestructible quand deux êtres arrivent à rester ensemble en silence. Par rapport à nos enfants, oui. Aujourd'hui, pour demain, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre au travers de tout ce que vous savez, tout ce que vous avez pu étudier, toute votre connaissance, votre épaisseur de connaissances, et en même temps avec cette assourdissante violence qui secoue nos certitudes, qu'est-ce qu'on leur dit pour aujourd'hui, demain et après-demain? Je pense qu'il faut leur dire d'abord d'avoir le souci des autres en premier avant d'avoir leurs propres soucis. C'est-à-dire que c'est fondamentalement la question de l'autre qui nous constitue. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est de faire des choses avec les gens. Moi, j'ai un fils de 15 ans. Il va donner du soutien scolaire à des gens qui sont plus petits. Il fait des maraudes. Il faut qu'il soit utile. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin simplement qu'il soit bon à l'école pour répondre aux bonnes questions. On a besoin qu'il soit utile aux êtres humains et les plus vulnérables et qu'il découvre lui-même que c'est aussi un être vulnérable. Et que c'est parce que nous sommes tous les deux vulnérables que nous avons besoin les uns des autres. Aller aider les gens, des gens de CP, de CM1, de CE2, les aider, les prendre 1 heure ou 2 heures dans votre temps, ça change globalement une vie. Et d'un seul coup, vous devenez responsable. La question, c'est comment on rend responsable, je dirais, nos enfants. Et ensuite, dans un troisième temps, leur apprendre le questionnement et l'humour. C'est-à-dire qu'il y a tellement de tragique dans l'existence comme ça que si fondamentalement on leur parle de tous ces problèmes-là, on va complètement leur fermer l'horizon de l'action. Donc à un moment, il faut aussi savoir les protéger. Et comment vous les protégez? Par le tragique, pas par l'humour. Alors c'est quoi la blague préférée que vous racontez à vos enfants? C'est Nasraddin Hoxha. C'est une figure mythique qu'on trouve au Proche-Orient et qui est connu pour être un grand juriste théologien et un grand imam. Voilà. Mais simplement, il est feignant.
Et là, il revient d'un séjour de la Mecque au bout de 2 ans et tout le monde veut qu'il vienne à la mosquée le jour du vendredi pour donner une leçon. Et lui, il n'en a absolument pas du tout envie. Et là, sa femme, elle l'oblige quand même à aller. Et là, il se pointe le premier vendredi. Il monte à la tribune, il s'adresse aux croyants. Il dit: "Oh croyants, est-ce que vous savez ce dont je vais vous parler?" Ils disent: "Oui, oui, oui, nous savons ce dont tu vas nous parler." Il dit: "Si vous savez, c'est pas la peine." Donc il repart chez lui, il dit la prochaine fois, on lui dit non. En fait, je peux recommencer, c'était même pas celle-là, c'était une autre. C'était une autre. C'est ça qui est drôle. C'était une autre, c'est la même. Alors ouais, c'est Nasreddin Hoxha, donc une figure mythique à qui tout un village en Turquie a payé, lui a donné les moyens pour aller à Médine pour devenir ce grand théologien. Il revient, juriste, et pour départager les gens. Et quand il revient chez lui, il dit à sa femme: "Tu dis à personne que je suis revenu." Simplement, les villageois l'ont su, donc ils se pointent chez lui. Le chef du village A et le chef du village B, et qui sont en désaccord depuis un certain nombre de temps, puis souhaiteraient avoir l'avis du sage Nasreddin. Et elle lui dit: "Ils sont là." Il dit: "Non, non, tu leur dis que je peux." Non, mais je leur ai dit que tu étais déjà là. Faites entrer le premier. Donc elle fait entrer le premier, il est comme ça, il l'écoute. Sa femme, elle est là, il se lève avant, il dit: "T'as raison, t'as raison." Puis il dit à sa femme: "Faire entrer le chef du village B." Donc le chef du village A s'en part, le chef du village B revient, il l'écoute, il s'endort, il est en somnolence, il se réveille, il dit: "Tu as raison, c'est toi qui as raison, t'as raison." Et il s'en va. Puis sa femme lui dit: "Attends, tu as dit qu'il avait raison le premier." Puis le second, il la regarde et dit: "Toi aussi, tu as raison." Voilà. C'est simplement que dans ce que nous disons, nous avons tous un peu raison, quelque part, de notre point de vue. Voilà. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Un immense merci, Rachid Benzine, d'avoir accepté d'être notre matrioshka aujourd'hui pour apporter une parole à la fois sage et éclairée dans ces temps sombres et particulièrement complexes. Savoir prendre un peu de distance, que ce soit par la culture, par l'humour ou par l'intelligence, ça fait toujours du bien à tout le monde. Donc merci infiniment. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. C'est toujours un plaisir de partager des matrioshkas ensemble. C'est comme des cadeaux partagés. N'hésitez pas à nous dire si certains invités vous paraîtraient intéressants, passionnants d'interroger dans Matrioshka. Nous les contacterons. En attendant, je vous dis à très vite. Partagez nos contenus, allez sur Instagram, likez et continuez à faire partie de notre petite communauté fidèle. C'est un plaisir de poursuivre Matrioshka avec vous. Salut!